Bonjour, je m'appelle Christophe Auré, je suis psychiatre et je me suis orienté depuis presque 2 décennies maintenant, plus de 2 décennies, sur une psychiatrie appliquée aux soins palliatifs, l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais également des personnes en deuil, en plaçant donc l'aidant au cœur de ce système, puisque c'est lui qui détermine véritablement la qualité de l'accompagnement. Mon travail consiste à la fois à accompagner les proches qui sont accompagnants et qui arrivent à des situations extrêmes d'épuisement, de burn-out émotionnel par la dureté psychique, la violence psychique de l'accompagnement, et parfois des personnes qui sont elles-mêmes en situation de maladie chroniques ou de maladies évolutives qui peuvent encore être rencontrées en cabinet ou alors en institution, en maison de soins palliatifs. Avec aussi l'accompagnement des personnes qui souffrent, qui sont des proches de personnes qui souffrent de maladies psychiques et qui sont elles aussi épuisées de mères ou pères qui accompagnent leur enfant schizophrène par exemple, ou toxicomane avec des vécus d'impuissance par rapport à la situation de délabrement psychique de leur enfant qui fait qu'ils s'épuisent véritablement à la tâche et ont besoin de prendre soin d'eux-mêmes. Un aidant, pour moi, il se définit comme quelqu'un qui a un lien d'amour avec la personne. Et amour, la définition d'amour est grande. Ça peut être un lien d'amitié également, ça peut être, en tout cas, il y a un lien émotionnel qui peut parfois être aussi un lien de contrainte. Un conjoint qui n'aime plus son épouse, l'épouse tombe malade et se retrouve du fait même de ce lien conjugal obligé, entre guillemets, d'accompagner quelqu'un qu'il avait peut-être le projet de quitter et qui renonce à ce projet parce que émerge la maladie. Donc il y a vraiment, c'est le lien émotionnel pour moi qui définit le statut d'aidant. Mais il y a aussi dans le statut d'aidant celui qui est aidé, et la personne aidée, elle détermine aussi le statut d'aidant. Si elle ne veut pas que la personne qui se propose de l'aider l'aide, l'aidant ne peut pas être aidant. Et on le voit parfois, une mère qui refuse d'être très malade, par exemple, qui refuse d'être prise en charge par ses enfants, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants se sacrifient, entre guillemets, pour elle, ou renoncent à leur projet de vie pour elle, et refuse qu'ils se positionnent comme aidants. Et on entend aussi derrière toute la culpabilité de la personne qui est aidée, à se voir imposer à ses proches quelque chose qui va les limiter dans leur expansion de vie, dans leur projet de vie, dans leur réalisation. Et cette culpabilité peut parfois fermer pour eux-mêmes la porte des aidants qui veulent aussi pourtant aider. Donc la situation était vraiment, c'est vraiment une danse à deux. Pour moi, il n'y a pas aidant-aidé, il y a vraiment les deux en même temps, et l'un permettant à l'autre de l'être. Et donc il y a toute cette danse entre les deux. Et la violence de la situation, la violence psychique, c'est que ce lien émotionnel, il est par définition émotionnel, donc générateur de tensions, générateur de conflits. Il y a des conflits de loyauté. Est-ce que j'accorde ma loyauté à ma vie de famille, à mon compagnon, ma compagne, mes enfants, ou à mon père, à ma mère? Il y a des tensions du fait de ce lien, et il peut y avoir des choix qui ne sont pas acceptés par l'un ou par l'autre. La violence psychique, ça peut être aussi de se retrouver en situation d'abandon, d'oubli de soi. Ce n'est pas une violence vis-à-vis de l'autre, mais c'est une violence vis-à-vis de soi, où on se dit, ok, je vais dédier ma vie à l'autre. Le mouvement en première strate est un mouvement d'amour, clairement, mais il y a des strates plus profondes, plus inconscientes, où il y a vraiment un oubli de soi, qui est parfois un pare-feu contre la culpabilité, un pare-feu contre l'impuissance vis-à-vis de la situation, mais au bout du compte, quelqu'un qui, s'oubliant, oublie ses priorités de vie et se réduit à quelque chose où il y a une négligence fondamentale. Et le burn-out de l'aidant se nourrit, à mon sens, aussi beaucoup de cet oubli de soi et de cette violence faite à soi-même. Pour moi, la personne qui se positionne comme aidant et qui est positionnée comme aidant par la personne qui est aidée, elle souhaite offrir, c'est très basique, mais elle souhaite offrir le meilleur d'elle-même. Le meilleur d'elle-même pour pouvoir accompagner l'autre et parfois même pouvoir faire en sorte de comment je peux, moi, enlever
la souffrance que génère en toi ta maladie. Comment je peux un peu la prendre sur moi pour te libérer un peu de ce fardeau. Et donc, d'emblée, on a quelque chose de presque impossible qui est là. D'emblée, on est confronté aux limites de l'autre. Et on est confronté à une situation d'impuissance. Et c'est cette tension entre l'envie d'aider, l'espoir qu'on va faire une différence dans la vie de la personne, confronté en même temps à l'impuissance, confronté avec toute l'ambivalence aussi dans ce qu'on ressent, ce que j'ai envie, quelle est la juste limite, la difficulté à trouver la juste limite, tout cela crée la tension psychique de l'aidant. Et accompagner un aidant, c'est l'aider d'abord à identifier ces différents enjeux. Parce qu'on ne peut pas travailler quelque chose qu'on n'a pas identifié clairement. C'est quels sont, je dirais entre guillemets, les grands dossiers qui sont sur ma table de vie, et est-ce qu'il n'y a pas des dossiers qui sont en contradiction les uns avec les autres ou en conflit les uns avec les autres. Et une fois qu'on a vu les différents dossiers, on dit ok, quelles sont les limites, parce que le problème de l'aidant, dans mon expérience, c'est la perception des limites, jusqu'où je vais dans le don de moi-même, jusqu'où je vais dans le fait de me préserver moi-même. Et cette limite est toujours floue et elle est fluctuante au fil du temps. J'accompagne beaucoup des personnes qui sont aidants de personnes en fin de vie. Et comme on est proche de la fin de vie et qu'on sait plus ou moins consciemment que la relation va bientôt se clore, il y a des parents par exemple qui disent « je vais tout donner ». Et légitimement, je vais tout donner parce que je sais que la relation va se terminer, mais ce tout donner sur un mois, c'est pas pareil que tout donner sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a un impact. Il y a un impact à la fois sur soi-même, mais sur tous les collatéraux, sur le compagnon ou la compagne, sur les enfants. Et aborder cette question, pouvoir détailler les conséquences à court, moyen, long terme de l'implication forte émotionnelle, même si c'est sur un temps très court parce que c'est la fin de vie, ça permet aussi de mieux se positionner. Et puisqu'on parle de la fin de vie, comme j'accompagne des personnes en fin de vie et des proches de personnes en fin de vie, il faut bien comprendre que la qualité de l'accompagnement de fin de vie qu'offre l'aidant va avoir une incidence considérable, mais majeure, à un point qu'on n'imagine pas dans le vécu du deuil après. Parfois pendant toute une vie, si on a été épuisé pendant l'accompagnement de fin de vie, parce qu'on a été au domicile et qu'il y a très peu d'aide, très peu de ressources autour, et on arrive à un point où on n'en peut plus, tellement on est épuisé, il y a parfois, et des personnes m'ont raconté, des gestes de violence. Je n'en peux plus, mais arrête de crier, mais secoue-toi. Enfin, et ce geste-là qui a duré 5 secondes, après le décès de la personne, ça hante toute une vie. Avec une culpabilité, mais pourquoi j'ai fait ça? Et donc, aider l'aidant, créer des conditions favorables pour que l'aidant n'arrive pas à l'extrême de ce qu'il peut donner, lui donner des situations de répit, lui donner un espace de parole, lui donner des moyens de comprendre aussi la situation, lui donner les moyens aussi d'explorer, s'il le peut, ou si c'est possible, la nature de la relation qui s'établit, de parler avec la personne, d'être affranchi peut-être aussi par la personne aidée de responsabilités qu'elle-même s'impose et que la personne aidée ne lui demande peut-être pas. Poser toutes ces conditions-là, il y en a 1000 à poser durant l'accompagnement, créer des conditions psychiques pour qu'après, si la personne vient à décéder, on puisse faire une relecture de ce qui s'est passé, de se dire « j'ai bien fait ». Et le poids de la culpabilité, on n'en est pas affranchi parce qu'il y a toujours quelque chose en tant qu'être humain qu'on peut se reprocher dans une relation, mais au moins il y a quelque chose qui est « j'ai fait du mieux que je pouvais, je le sais et j'ai vraiment été jusqu'au bout de ce que je pouvais donner dans l'amour que j'avais pour cette personne-là ». Donc vraiment pour moi, ça peut sauver toute une vie d'être accompagné sur le temps de la maladie ou de la maladie grave, de la maladie terminale. C'est essentiel et on oublie ça. Et on oublie aussi que la personne qui a aidé va devenir une personne qui a besoin d'être aidée après. J'ai vu en entreprise un monsieur qui s'était vraiment... à son travail, on l'avait laissé aider son épouse en fin de vie. Et quand il est revenu au travail, ses collègues ont oublié que lui maintenant était celui qui avait besoin d'être aidé et il se sentait complètement seul. Et en même temps,
en tant que personne en deuil, il n'osait pas demander de l'aide, tout comme un aidant d'ailleurs n'ose parfois pas demander de l'aide, pour pas qu'il y ait un jugement sur lui. Combien de gens m'ont dit, en étant aidant, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la tâche qui m'est donnée, parce que c'est énorme, mais qu'on ne me voit pas à la hauteur. Et là, il y a un enjeu d'estime de soi, un enjeu de dignité fondamentale, de ne pas perdre la face et de prouver que si, je peux le faire, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Et si je dois m'user à la tâche, me tuer à la tâche, et je ne vais pas le montrer, donc je ne vais pas solliciter de l'aide, je ne vais pas le montrer parce que pour moi, en tant qu'aidant, demander de l'aide, ça peut être un constat que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas ce qu'il faut, que je ne suis pas le bon papa, la bonne maman, le bon conjoint, la bonne épouse. Et il y a combien de personnes qui auraient besoin d'être reconnues et accompagnées dans la conscience qu'ils sont aidants, qu'ils ont besoin d'aide et que ça ne dit rien d'eux négativement, que ce n'est pas une marque en eux d'une fragilité ou de pas assez. Parce qu'on est taraudé en tant qu'être humain par cette idée qu'on n'est jamais assez. Et là, l'expérience d'accompagnement, ça nous confronte à nos limites. Et si on n'est pas serein sur le fait qu'on a des limites, serein sur le fait que l'on peut montrer à autrui nos limites et notre vulnérabilité, eh bien on va cacher et on va s'épuiser lentement, sans même parfois s'en rendre compte soi-même, tellement on est obnubilé par le fait de pas montrer qu'on n'est pas à la hauteur d'une situation. Dans l'approche des soins palliatifs, celle que je connais le mieux, il y a clairement une notion qui s'appelle l'anticipation. Anticiper les événements à venir pour pouvoir être d'autant mieux préparé. Et pour les aidants, plus on aide un aidant à anticiper les situations, éventuellement une dégradation de la situation physique de la personne et ou psychologique, on crée des conditions où les mécanismes de protection psychique de l'aidant sont déjà mis en alerte. Il est plus en mesure de pouvoir amortir le choc émotionnel des circonstances qui vont survenir. Ça veut dire donc l'anticipation, l'aide, elle est pluridisciplinaire. En soins palliatifs, il y a vraiment le concept de pluridisciplinarité qui est vraiment essentiel. Et il y a la dimension sociale, parce qu'il y a un coût financier, il y a des arrêts de travail, il y a une dimension donc professionnelle, avec quelle tolérance le milieu de travail a aux absences répétées, au temps passé sur Internet pour chercher les ressources, au coup de téléphone pour prendre les rendez-vous, pour aller au rendez-vous de chimio, etc. Il y a tout l'impact aussi émotionnel. Aider l'aidant à reconnaître qu'il a des besoins émotionnels et ne pas dire « non, moi ça compte pas, c'est mon enfant, mon compagnon, ma compagne qui a des besoins émotionnels ». Et aussi des équipes médicales soignants, médecins et autres, qui comprennent que avec la connaissance qu'ils peuvent transmettre à l'aidant, il lui donne un pouvoir. Connaissance et pouvoir. Pouvoir, pas pouvoir puissance, mais pouvoir faire, pouvoir comprendre, pouvoir anticiper. Et un effort peut-être du monde médical de vulgariser, donner une information accessible, compréhensible, expliquer les mots. Parce que combien de fois j'entends des aidants me dire « je ne comprends pas ce qu'il m'a dit, est-ce qu'on peut regarder ensemble le compte rendu ? Je ne comprends pas ». Et pourtant, c'était une explication qui était sincèrement donnée, mais qui n'était pas lisible. Donc on voit qu'il y a plein de niveaux d'intervention qui sont des niveaux, qui sont des petites touches, mais comme des pixels qui constituent une image finalement globale. Donc vraiment, l'approche pluridisciplinaire me semble essentielle, avec plusieurs acteurs qui interviennent à plusieurs moments, et à des moments différents, parce que les besoins évoluent au fil du temps, surtout dans la fin de vie.